Thierry Michel, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Quai 10 où vous viendrez présenter très bientôt L'acier a coulé dans nos veines. Vous êtes originaire de Charleroi, une ville marquée par une riche histoire sidérurgique. En quoi vos racines ont-elles influencé votre approche dans ce nouveau projet? Absolument, totalement, je veux dire. C'est clair. Mon grand-père a travaillé dans la mine comme ingénieur, mais comme ingénieur de fond toute sa vie. Et j'ai commencé à faire des photos à l'âge de ma communion, quand j'ai reçu mon premier appareil photo de l'espace industriel Carolo. Je montais sur les terris, j'allais filmer les hauts fourneaux qui éclairaient les nuits. J'allais dans les mines, j'allais au pied des hauts fourneaux filmer la fournaise. Voilà, avant de commencer des études de cinéma. Et ça m'a orienté vers les études de cinéma. Donc c'est vraiment, et je filmais les hommes aussi, n'oublions pas le travail dur, évidemment, qui a marqué l'époque industrielle du Pays Noir. Le charbon, les verreries et la sidérurgie, bien sûr, et les constructions métalliques. Et donc voilà, après j'ai fait un premier film, qui est mon film de fin d'études, qui s'appelle Pays Noir, Pays Rouge. Le titre est explicite. Évidemment, c'était un peu un chant d'adieu sur la région de Charleroi, parce que j'allais aller travailler à Liège. Je me suis installé à Liège et j'y suis toujours aujourd'hui. Voilà. Et le film suivant, c'était mon film, on va dire, d'intronisation dans la société liégeoise. C'était Chronique des saisons d'acier, qui était un portrait de différents sidérurgistes de générations différentes, voilà, en 1980. Alors justement, ici, L'acier a coulé dans nos veines, c'est centré justement sur le bassin sidérurgique liégeois, parce que vous l'avez dit, vous êtes désormais installé à Liège. Quelle approche, pourquoi avez-vous voulu, qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers ces témoignages, on va y venir, dans ce documentaire sur ce bassin en particulier? Mais il y a un élément déclencheur, comme pour tout film. Donc je ne savais pas que ça allait aboutir à un documentaire de cette envergure. Je voulais simplement archiver un moment de l'histoire. C'est un jour, je rentre de Paris, il est 22h le soir, et on m'annonce qu'un sidérurgiste s'est suicidé en laissant une lettre à l'Axemittal, le patron de la sidérurgie wallonne, à cause de la fermeture, et qu'on va l'enterrer le lendemain matin. Et là, je convoque des techniciens. Le matin, à 7h du matin, on va chercher du matériel. Et à 9h, on est devant l'église. On va filmer cette très émouvante séquence qui est dans le film, bien sûr, de l'enterrement de ce sidérurgiste. Et je rencontre des sidérurgistes, voilà. Et je me dis qu'il y a de la matière, il y a de la mémoire à préserver. Et je vais faire, sur la lancée, 2 choses. 3 interviews de 3 sidérurgistes. Donc je me dis qu'ils risquent peut-être de ne pas... voilà, qu'ils ont un certain âge et qu'il faut préserver leurs paroles. Un est décédé rapidement après. Et je vais filmer la destruction du haut fourneau de Seraing pendant 1 année. Voilà, et puis je mets ça au froid. Pour moi, c'est de la mémoire, c'est de la conservation historique. Et puis je continue mes films à travers le monde et aussi à travers l'histoire sociale de la région liégeoise, puisque je fais un film sur les enfants, le petit-fils de mineurs qui s'appelle Enfant du hasard, que je suis pendant 1 année. Et puis je fais un film à Seraing, au pied du haut fourneau, dans le collège Saint-Martin, où je vais filmer pendant 2 ans le vécu d'adolescents. Voilà. Et c'est quand je filme aussi ces adolescents qu'on va détruire ce haut fourneau. Donc évidemment, la destruction du haut fourneau, je la filme à plusieurs caméras. C'est une extrêmement forte séquence. Voilà. Et puis après est revenue l'idée que c'était notre mémoire, c'était notre identité, c'était notre histoire qu'on ne connaissait pas. Dieu sait, pourtant, la proximité, ça a impacté tellement de familles, que ce soit à Charleroi ou à Liège. C'est des dizaines de milliers de familles qui ont été impactées, qui ont un rapport à cette histoire de la sidérurgie. Et donc là, j'ai commencé à travailler sur 2 axes. Les témoignages, j'ai vu plus d'une 50aine de sidérurgistes, j'en ai gardé 17 en fait dans le film, qui sont témoins, et j'ai commencé à faire les recherches d'archives.
remontant dans le temps, évidemment. Ça commence d'ailleurs... le point de départ du film, c'est l'inauguration du haut-fourneau d'Ougrée en 1958, et le point d'arrivée, c'est l'inauguration de la préservation de ce haut-fourneau dont on veut faire un symbole historique de mémoire. Il y a un retour aussi, bien sûr, sur le passé, sur l'histoire des débuts de la sidérurgie wallonne, avec John Cockerill, et voilà. Et voilà, donc c'est à partir de cette matière. Et je dois dire que les archives, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait beaucoup d'archives filmées par principalement la RTB, mais pas seulement, par les télévisions communautaires aussi, et donc par les syndicats, puis des archives privées. Enfin, il y avait énormément de matière. Donc, je me suis retrouvé avec évidemment un montage complexe, puisqu'il fallait résumer, je vais dire grosso modo, 7 décennies en 1h40 et harmoniser ce tuilage, comme on pourrait dire, des témoignages et des archives. Et vous avez travaillé avec Christine Pirot, justement. Oui, c'est la co-autrice, c'est ma femme, avec elle j'avais co-réalisé Chronique des saisons d'acier en 79. Et votre travail, comment il s'articule à deux, du coup? D'abord, elle est productrice. Au départ, elle était co-réalisatrice, puis elle est devenue productrice, mon réalisateur, mais elle a toujours participé au scénario et suivi les montages de très près. Et puis, ici, elle est co-autrice, parce que vraiment, du début à la fin, elle a suivi ce film sur toutes ses facettes. Donc, voilà, c'est une complémentarité. Elle a un regard plus critique. J'ai réalisé les interviews, bien sûr, mais surtout le travail de montage, elle était participante permanente. Alors, vous avez documenté des réalités industrielles et sociales très variées à travers votre carrière. Comment vous percevez l'évolution de l'industrie sidérurgique en Wallonie et surtout ses conséquences sur les communautés locales? Mais c'est la chronique d'un désastre absolu, c'est-à-dire de la désindustrialisation voulue de la sidérurgie wallonne, belge et européenne. Donc ça a été d'étape en étape, à partir du moment où on a fusionné Liège et Charleroi pour faire Cockerill-Sambre, qui était une bonne chose. Mais ce qu'on ne savait pas, là, c'était une grande société nationale de sidérurgie. Mais à partir de là va commencer le processus de la mondialisation. C'est d'abord la France qui va racheter la sidérurgie belge, Usinor, reprendre le carnet de commandes, le savoir-faire, les technologies. À partir de là, il va y avoir une deuxième phase de mondialisation qui va être européenne. C'est une société Arcelor, société européenne qui est allemande, espagnole, française, et qui intègre l'unité belge pour la démanteler. À partir de là, c'est la phase ultime. C'est évidemment quand M. Mittal vient acheter la sidérurgie wallonne. Lui, c'est un Indien qui a une multinationale qui est partout dans le monde. Il a des dizaines de hauts fourneaux dans le monde, et donc il rachète pour fermer, pour supprimer la concurrence, pour rationaliser, pour devenir leader en la matière. Voilà, c'est la logique du capitalisme multinational. Donc c'est une parabole là-dessus. Mais l'autre thème du film qui est essentiel, c'est comment les hommes le vivent et comment ils se battent pour leur dignité, leur survie d'abord, et puis pour leur dignité fondamentale. Donc ils ne se laissent pas faire, ils ne se laissent pas abattre. C'est la chronique d'une résistance pendant des dizaines d'années. Ça commence par les grandes grèves de 82, enfin les grandes manifestations à Bruxelles extrêmement violentes de 82, où les sidérurgistes ont compris que c'était le début de la fin. Voilà, et ça va les mener à des occupations, des séquestrations, des manifestations internationales. Voilà. Donc, c'est une chronique des luttes sociales. C'est une belle leçon de vie. Il le voit à distance, avec beaucoup de sérénité dans le film. Ça, c'est bien. Ce n'est pas du tout un langage militant. C'est un langage de réflexion, parfois très poétique.
Alors il parle tellement bien du travail. C'est aussi, je pense qu'il manque de films sur la classe ouvrière où on parle vraiment de la condition ouvrière. C'est presque les exclus du cinéma belge, je dirais. Si vous me demandez quels sont les films, bah, je vais dire Paul Meyer, Henri Storck en 1932, Paul Meyer en 1958, les frères Dardenne, un film, parce qu'après c'était plutôt les déclassés sociaux, mais je pense à vous il y a 25 ans. Mais globalement, elle est totalement absente. Mais là, elle est d'une présence foudroyante. Hein. Je peux vous le dire que ces témoignages sont d'une puissance invraisemblable. Et s'intégrant à ces archives, voilà, ça donne, je pense, une dramaturgie, je peux le dire, sans faille. Ces témoignages, comment avez-vous eu accès à ceux-ci? C'est au fil de votre production? Vous aviez un travail préparatoire par rapport à ça? Mais oui, comme toujours, on rencontre de nombreux sidérurgistes qui vont d'abord raconter ce qu'ils ont vécu, hein, à côté des lectures que l'on peut faire, bien sûr, de la découverte des archives qui donnent quand même la trame de l'histoire. On rencontre des sidérurgistes, et à partir de là, on comprend ce qui est important dans leur vécu. Et puis après, ce sont des interviews, je dirais, de type plutôt intime. Voilà. Ce n'était pas du tout la langue de bois, ce n'est pas la langue syndicale, c'est purement ce qu'ils ont vécu humainement dans l'usine et dans les luttes sociales qu'ils ont menées. Donc c'est un niveau existentiel, je dirais. Ces bassins, que ce soit Charleroi ou Liège, ont façonné l'identité culturelle de ces villes à travers des décennies. Que pensez-vous qu'aujourd'hui, comment les gens perçoivent cette mémoire collective finalement, ce qu'il en reste? Mais je veux dire, le film est un test. Ce que je peux dire, c'est ce qui s'est passé lors de la première avant-première, qui a été invraisemblable. Il y a une séquence qui a été filmée, heureusement. Tous les sidérurgistes sont venus sur la scène, certains habillés avec leurs vêtements de travail, de protection aux fourneaux et leurs casques. Et ils ont tous témoigné. C'était d'une émotion intense, hein, absolue. Il y en a qui pleuraient. Voilà. Il y en a plusieurs qui m'ont recontacté après. Il y en a un qui m'a dit « j'ai pleuré sur la route jusque chez moi ». Il y en a un qui m'a dit « j'ai pas su dormir ». Il y en a un qui m'a dit « ça m'a poursuivi pendant des jours ». C'est notre histoire, on la connaît, mais de la revoir synthétiser, ces 70 ans synthétisés en 1h40 avec cette puissance dramaturgique, voilà, on est sous le coup. Ouais, on imagine qu'ici, l'effet sera... Ce sera la même chose, bien sûr, bien sûr. Les gens vont se poser la question à Charleroi, pourquoi est-ce qu'il a fait Liège, alors qu'il est carolo d'origine, bien sûr. Voilà, j'habite à Liège, j'ai ma famille à Liège, j'ai mes petits-enfants à Liège, j'ai 6 petits-enfants, je veux dire, toute ma vie est là. Et je ne peux pas faire les deux bassins pour une raison dramaturgique simple, que j'ai toujours respecté, unité de lieu, de temps, de personnage. Voilà. Quand on m'a demandé de faire un film sur la santé en Afrique, j'ai dit je ferai un film sur un hôpital en Afrique. Ça va exclure tous les autres, mais je veux bien les visiter. J'ai visité 15 hôpitaux d'Afrique dans 5 pays d'Afrique avant de décider quel hôpital je ferais, qui était la synthèse des autres. Donc c'est l'universalité qu'il faut trouver. J'aurais pu faire la même chose à Charleroi, mais d'un point de vue pratique, logistique, économique et personnel, j'avais des liens plus fermes, j'avais des liens très personnels avec les sidérurgistes liégeois. Le parrain de ma fille, qui est décédé, témoigne dans le film, c'est un sidérurgiste, il habite la même rue que nous. Donc voilà, c'est la force qu'on a en Wallonie, peut-être, que les Bruxellois ne peuvent pas avoir, c'est que les intellectuels sont liés organiquement aux classes populaires et à la classe ouvrière. Et ça, c'est formidable. Ça rejoint la pensée de Gramsci, qui est un grand théoricien du marxisme italien. Voilà, on n'est pas dans une tour d'ivoire, on est dans le monde réel. Et on essaye, moi par mon art, d'autres par leurs écrits, d'exprimer ce que vit notre société. Merci Thierry Michel. Voilà.